Bien, eh ben écoutez, on va pouvoir lancer notre webinaire, donc spécial pour l'encadrement. Webinaire donc organisé par la Fédération française du bâtiment dans le cadre de la semaine de la prévention, donc du 29 mars au 2 avril. Donc nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue pour cette visio. Nous sommes ensemble pour un petit peu plus d'une heure, 70 minutes. Bon, je ne vous cache pas que depuis le début de la semaine, on a un petit peu dépassé les temps de quelques minutes, mais tout va bien se passer. Je suis accompagné de Jean-François Hubert de la CRAMIF qui va se présenter et Bruno Chaumette des CIST BTP. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Jean-François Hubert, donc je suis ingénieur conseil à la Caisse régionale de l'assurance maladie d'Île-de-France. Alors vous avez peut-être aussi comme correspondant le réseau des CARSAT, la Caisse d'assurance retraite santé au travail. C'est à peu près la même chose, si ce n'est qu'en Île-de-France, la CRAMIF ne traite pas la retraite, donc on ne s'appelle pas CARSAT, mais sinon nous avons les mêmes fonctions. Donc voilà, je suis en charge des activités et du suivi des activités BTP et activités de service, donc intérim, société nettoyage et autres, sur l'ensemble de l'Île-de-France. Et j'ai un parcours d'ingénieur travaux, de directeur travaux dans des grands groupes de BTP. Voilà. Bruno. Donc Bruno Chaumette. Donc oui. Bruno Chaumette. Donc je fais partie du CIST. Donc un CIST, c'est un service de santé travail en fait. Et je travaille donc sur la région Midi-Pyrénées. C'est un CIST donc qui s'appelle le SRAS et donc qui est spécialisé BTP. Moi-même, donc, j'ai un passé de salarié du BTP, puisque j'ai eu une carrière comme opérateur, puis comme conducteur de travaux. Donc, je suis dans ce CIST depuis 12 ans, et préalablement à cela, j'ai été 18 ans à l'OPP BTP. Donc, une carrière quand même assez longue dans la prévention. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc aujourd'hui, on est là pour parler des chutes de hauteur. Donc les chutes de hauteur, c'est un sujet qui est déjà qui est ancien, hein, c'est un sujet assez important et qui demande beaucoup d'efforts aux entreprises pour le traiter. Donc j'espère que au bout de l'heure qu'on aura passé ensemble, vous aurez des idées plus claires sur le sujet. Ok, merci Bruno. Et c'est vrai que j'ai oublié de me présenter. Moi, je suis Alain Cornoux, conseiller en prévention à l'OPP-BTP. Et j'ai Samira, donc ma collègue, qui va faire office de modérateur durant tout ce webinaire. Donc, elle va en fait collecter vos réponses à des questions. Elle va collecter aussi, bien sûr, vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à les poser. Et tout cela, donc, au travers du fil de conversation. Donc le cadre que vous avez à droite de votre écran qui permet donc de converser avec Samira, qui nous fait ensuite remonter les réponses ou les questions donc de votre part. Voilà. Il faut aussi rappeler que bien sûr cette opération a lieu sur tout le territoire. Petit message en aparté, donc en fait vous allez avoir à la fin du web un questionnaire de satisfaction auquel bien sûr on vous engage à y répondre. Sur ce questionnaire de satisfaction, il y aura aussi un mot-clé qu'il faudra renseigner. C'est un mot-clé qui apparaît sur cette diapositive. Tout cela un petit peu pour garder votre réveil tout ce webinaire. Donc, mots-clés, allez, je vous donne un petit, c'est facile, ils apparaissent en lettres jaunes. Voilà, donc cherchez du jaune dans cette présentation. Voilà, et bien écoutez, c'est parti donc pour la semaine de la prévention avec la Fédération française du bâtiment. La prévention, c'est toute l'année sur vos chantiers pour travailler en sécurité. Mais la semaine de la prévention, vous connaissez ? Eh bien, c'est faire le point, échanger et partager les bonnes pratiques de prévention contre les risques professionnels du bâtiment. 5 jours pour répondre aux questions prévention que l'on se pose toute l'année quand on veut améliorer la prévention dans son entreprise. Eh oui, parce qu'on ne joue pas sa sécurité sur un chantier. C'est risqué. Ça vous dit? Alors connectez-vous.
Retrouvez les préventeurs en ligne avec un dispositif de webinaire ludique et interactif adapté à chacun. Si vous êtes chef d'entreprise, encadrant ou salarié, une semaine pour découvrir des solutions de prévention concrètes pour un chantier 100% gagnant. La semaine de la prévention est organisée par la Fédération française du bâtiment, accompagnée par l'OPP-BTP, les CIST BTP et la CNAM. Voilà. Eh bien, on va commencer, c'est à vous de jouer, on va commencer par tester vos connaissances. Question numéro 1. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie de se préoccuper de ce risque? Événement particulier comme un accident, une exigence client, une exigence réglementaire. Allez-y, c'est à vous de jouer par l'affirmation oui ou non. Disons O pour oui, N pour non, par exemple. Je vous laisse le temps de jouer. Alors, qu'est-ce qui apparaît sur cette diapositive? Eh bien, le fameux sigle, travaux hauteur, pas droit à l'erreur. Le sigle donc qui lançait la campagne de travaux en hauteur, c'était en 2014 déjà, avec des diagnostics travaux en hauteur faits à l'époque conjointement avec l'OPP-BTP et la CARSAT, avec derrière donc des restitutions de diagnostics, des contrats d'accompagnement pour les entreprises qui s'investissaient en prévention sur la thématique travaux en hauteur. Jean-François, peut-être des choses à rajouter sur cette campagne? C'est un sujet qui est connu, qui est récurrent et qui nous préoccupe depuis des années parce qu'il génère, on parlait des accidents fréquemment et des accidents graves, voire mortels. Et donc, oui, depuis plus de bientôt 10 ans, nous œuvrons sur ce sujet-là d'une façon prioritaire. Donc, notamment le réseau de la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, avec les CARSAT, et puis l'OPP-BTP aussi, qui est partenaire dans cette action. Ok, merci Jean-François. Eh bien, je reçois vos réponses qui, a priori, on est plutôt dans la négative. Voilà, donc des réponses en fait propres à chacun, propres à chaque participant, donc pour identifier aussi leur compréhension du sujet. Question numéro 2. Pouvez-vous mettre les bons moyens, pensez-vous mettre les bons moyens à disposition de vos personnels? Réponse oui ou réponse non. Voilà, là aussi donc à vous de jouer, on attend vos retours. Des moyens à disposition. Qu'est-ce qu'on entend par moyens à disposition? Eh bien, on va revenir sur le sujet, bien sûr, tout au long de cette réunion, que ce soit les moyens en termes d'organisation, extrêmement important pour vous, en plus, qui êtes l'encadrement. Donc, forcément, la clé de l'organisation dans l'entreprise, ce sont aussi, bien sûr, les moyens humains en termes de ressources humaines. Et les moyens techniques, bien sûr, pour ce qui est de l'outil proprement dit. Donc là, on est plutôt dans le oui, très bien. Eh bien, écoutez, tout va bien. Donc, prêt pour la question numéro 3. L'évaluation du risque de chute de hauteur fait partie intégrante de l'évaluation des risques professionnels et doit figurer dans le DUER. C'est la réponse 1. Réponse 2, l'évaluation du risque de chute de hauteur ne concerne pas le BTP. Réponse 3, l'évaluation du risque de chute de hauteur est du ressort du médecin du travail. Alors le DUR, rappelez-vous, document unique d'évaluation des risques, quelque chose qui existe maintenant depuis, oh là là, il a dû bien souffler ses 20 bougies celui-là, quelque chose comme ça. 30. Ah oui, l'évaluation, 30, mais le document unique, 20. Tout à fait. Alors, j'attends la réponse de Samira. Eh bien, vous avez tout bon, effectivement. L'affirmation, donc, vraie, c'est effectivement la réponse 1, bien sûr. L'évaluation des risques doit tenir compte, du moins dans cette évaluation des risques, on doit tenir compte du risque de chute de hauteur, comme bien d'autres risques d'ailleurs. Je vais laisser la parole à Bruno, qui va nous parler un petit peu de ce sujet, au travers le CIST BTP. Donc, ce qu'il faut savoir, donc c'est une bonne question.
sur l'aspect chute de hauteur. Donc, alors moi, je peux vous donner un certain nombre de choses, enfin, une certaine vision liée au fait que ça fait longtemps que je... Alors déjà, j'ai été intéressé par le chute de hauteur, puisque moi-même, je suis tombé d'un échafaudage. Je me suis aussi cassé la binette dans les escaliers, dans un escalier mal éclairé. Mais en plus, dans l'entreprise où j'étais, on a eu 2 décès donc, sur une nacelle volante sur un immeuble de 16 étages. Donc un matériel qui était mal foutu et qui a provoqué donc, le décès de 2 collègues. Donc je suis touché à ce titre-là. C'est quelque chose auquel je continue à penser, 28 ans plus tard. Donc c'est pas rien, quoi, ce problème de chute de hauteur. Et en fait, quand on réfléchit à un poste de travail, effectivement, une des premières préoccupations, c'est de se dire comment on va aller le faire sans se tuer, sans s'abîmer. Même si c'est pas écrit, même si c'est pas formalisé, c'est la préoccupation première, c'est comment j'accède au poste. Alors, on a une évolution de la pensée quand même, puisque en 1965, on était dans une espèce d'incantation, on avait des textes réglementaires donc il disait comment il fallait faire, mais en même temps, en 1965, dans le BTP, on avait 1 millier de morts, donc, et à peu près 500 morts sur la chute de hauteur. Donc on avait mis en place des textes avec un système de contrôle pour faire appliquer ces textes. C'était une des premières étapes réglementaires, on va dire, qui disait ce qu'il fallait faire. Et puis la pensée, les évolutions, société, tout ça fait que à certains moments, en fait, il y a l'idée de redonner la main à l'entreprise, ce qui est naturel d'ailleurs, pour gérer ça. C'est le document unique, c'est cette idée-là, et c'est plutôt une idée favorable. Donc le document unique, c'est pas une obligation, enfin, faut pas le prendre comme une obligation réglementaire, c'est une opportunité de gérer l'entreprise et de gérer les risques, les choses graves quoi, qui peuvent arriver dans une activité. Alors, on est passé d'1 millier de morts dans le BTP à 500, avec 500 chutes de hauteur. Alors, actuellement, on est à peu près à 160 morts et 30, 40 décès par chute de hauteur. Donc, c'est une évolution considérable, considérable. Parce que la chute de hauteur, c'est quelque chose de compliqué à traiter. Donc, c'est un effort considérable de la profession en termes d'organisation et en termes de maîtrise des risques. Voilà, donc le DUR, c'est le document, la traçabilité qui montre les progrès, mais aussi l'effort en fait de l'entreprise dans ce combat de tous les jours. On va passer à la diapo suivante peut-être. Alors les actions de prévention adaptées, voilà, le matériel c'est pas mal. Effectivement, le matériel adapté c'est compliqué parce qu'il en faut beaucoup et de beaucoup de genres. La chute de hauteur en fait, c'est pas simplement la protection périphérique, c'est pas simplement le charpentier qui va se casser la binette, c'est toutes les autres causes qu'on peut avoir sur ce risque. C'est une trémille mal bouchée, c'est éventuellement un escalier mal éclairé, c'est en descendant du fourgon, c'est en se promenant près d'une fouille en tranchée. Bref, la chute de hauteur, c'est partout, c'est à chaque instant. Et c'est considérablement difficile à traiter parce qu'il faut que chacun soit convaincu qu'il faut mettre une protection. On a tous ce sentiment de maîtriser la situation. C'est une erreur. En Midi-Pyrénées, par exemple, on a beaucoup de mezzanines dans les pavillons. Et les mezzanines, chez nous, ça fait beaucoup de blessés, puisque en fait, les gens ne mettent pas de protection. Et au cours du chantier, on a tendance à reculer. Pour travailler, on recule aussi. Et les gens oublient qu'ils sont au bord du vide, et ça fait pas mal de blessés. Donc c'est un effort important de mettre en place les garde-corps, mais il faut le faire, parce que ça sauve des vies. Donc pas droit à l'erreur, c'est exact, ça se trouve dans l'organisation, ça se trouve dans le matériel, mais surtout, ça se trouve dans la conviction des individus. Ai-je bien parlé, chef? Alors, tous les docteurs doivent rester impliqués, bien sûr, par la lutte contre la propagation du coronavirus.
Alors ça, c'est une diapo qu'on a mis parce qu'effectivement, faisant partie d'un FIST, représentant la santé au travail, effectivement, il y a besoin de traiter cette chose-là aussi qui nous plombe énormément en ce moment, donc qui nous fait beaucoup de mal. Donc le dispositif le plus idoine, en fait, c'est une personne responsable par chantier qui va inciter, qui va pousser, qui va tirer, qui va rappeler à toutes les personnes qui travaillent qu'il faut un peu baisser la convivialité, parce que c'est la convivialité qui nous fait du mal. Alors c'est bizarre de dire ça, mais pourtant c'est la réalité. On a eu quelques clusters en Midi-Pyrénées, pas beaucoup, mais quelques clusters. Et on s'est rendu compte que c'était les gens en prenant le café ou en déjeunant. Donc c'était les causes principales qui faisaient qu'il y avait diffusion possible du virus. Le reste du temps, c'était pas trop mal géré. Les gens portaient assez le masque, etc. Enfin, ils faisaient assez gaffe, quoi. Mais dans cette phase de repas ou de prise de café, ben, c'était à ce moment-là que ça posait les problèmes. Ok, Bon, merci. J'ai parlé longuement, je m'arrête, je crois. Non, mais ce sont des choses effectivement très intéressantes et surtout des rappels importants pour tous qui participeront donc à cette visio. Je vais, je pense, donner la parole à Jean-François, donc Kramif. Jean-François, donc qui va aborder maintenant une partie des mesures de prévention et de moyens de protection. Merci Alain. Alors, on va d'abord vous présenter effectivement un petit film très rapide qu'on va pouvoir lancer. Le père Hurlu dit toujours que construire des échafaudages, c'est pas un travail d'amateur. C'est pas sorcier d'attacher des morceaux de bois avec des bouts de ficelle. Les cordages ne sont peut-être pas de bonne qualité. Bon, on fera des nœuds et on mettra des coups. Qu'en dites-vous, père Hurlu, hein? Ça vous laisse un rêveur. Ah, vous avez vu un petit film très rapide qui vulgarise un peu l'évolution du BTP en matière de prévention. On part effectivement de très très loin, et Bruno l'a dit, on parle d'une sinistralité très importante avec des moyens archaïques, avec aussi une obligation de moyens, simplement on met en place une protection et puis voilà, le travail était fait pour l'employeur. Aujourd'hui on est dans une logique différente, on a des équipements bien pensé, une multitude d'équipements, nous avons des situations qui sont connues, il y a des formations, nous sommes dans une dynamique d'obligation de résultats. Donc tout ça a conduit le BTP à fortement évoluer dans le bon sens, avec une sinistralité qui a beaucoup diminué, fortement diminué, mais là on va peut-être passer au slide suivant, on va s'apercevoir que certes elle a diminué cette sinistralité, mais il y a lieu de se préoccuper encore des causes d'accidents du travail, notamment les chutes d'auteur. Je peux lancer la vidéo. Sur les chantiers, pour accéder à son poste de travail, on est souvent en hauteur, voire dans les airs, ou souvent pas très haut. Alors, pour bien gérer le risque, il faut d'abord identifier les situations de travail en hauteur. Et ça arrive souvent. Eh bien, parce qu'on travaille souvent depuis une position élevée, parce qu'on travaille à proximité d'une dénivellation, ou depuis un équipement qui surélève la personne. Alors, si c'est le cas, on travaille en restant protégé, on travaille en hauteur depuis un équipement adapté, et puis on vérifie son matériel, et bien entendu, on respecte les consignes de sécurité. Avec tout ça, pas de souci. Voilà, également un petit film pour illustrer un peu notre sujet. Les chutes d'auteur. Alors, tout de suite, on pense à l'élévation, l'altitude. On est en hauteur. Les chutes d'auteur, effectivement, on peut tomber d'un toit, d'un mur, mais on peut tomber. Alors, la notion de hauteur n'a pas une prédominance.
pour le simple fait qu'on peut effectivement se blesser gravement, voire décéder depuis un escabeau. Donc, mais on assimile toujours ça à cette hauteur. Mais vous avez aussi d'autres situations, des situations d'exposition à des risques de chute de hauteur, lorsque vous évoluez à proximité d'une fouille, par exemple, ou d'une tranchée de fondation spéciale. Ce sont des tranchées qui quand même représentent des profondeurs de 30-40 mètres. Vous imaginez bien, si vous tombez dedans, les conséquences. Donc, les chutes de hauteur, c'est aussi lorsque vous accédez, vous descendez d'un engin. Là aussi, ça génère des chutes et donc des sinistres et parfois des séquelles. Il faut savoir que chaque année, plus de 10% des accidents du travail avec arrêt, tous secteurs confondus, sont dus à des chutes de hauteur. Toutefois, toutes branches confondues, la chute de hauteur, c'est le troisième risque d'accident du travail. Donc là aussi, vous comprenez bien notre priorité sur cette thématique. Dans le BTP, uniquement le BTP, les chutes de hauteur représentent entre 16 et 17% des accidents et constituent la première cause d'accident mortel. Voilà. À titre de précision, et Bruno a donné les tendances, mais en 2019, on a dénombré 33 décès dus à des chutes de hauteur. Sur 176, on a dénombré 176 décès, toutes causes confondues dans le BTP. Alors ça, c'est uniquement les décès. Hein. On a, donc, comme je vous l'ai dit, 33 décès, mais il y a aussi des accidents qui sont graves et qui ne conduisent pas, heureusement, à la mort, mais les séquelles sont catastrophiques. Vous avez des paraplégies, vous avez d'autres séquelles neurologiques, éventuellement, voire des membres qui sont complètement atrophiés. Et ça, on est dans un rapport à peu près 200. Donc, si on est à peu près 30-40 accidents mortels par an, vous imaginez bien qu'on est à peu près 4 à 5 000 accidents graves, donc des séquelles à vie, des salariés et qui sont abîmés et qui vont connaître une vie complètement différente. Donc, il y a vraiment un intérêt humain à traiter et à œuvrer dans la prévention des risques. Il y a un intérêt aussi économique parce que les accidents du travail liés à des chutes, et tout accident d'ailleurs, vont générer des arrêts de travail. Donc ces arrêts ont un coût, il va falloir indemniser la victime. Ces coûts sont répercutés sur les entreprises, soit sur leur compte individuel, soit d'une façon collective si c'est une petite entreprise. Mais il y a également aussi les prises en charge des premiers secours. Vous avez également, lorsqu'il y a des séquelles, donc des accidents graves, des rentes, voire des majorations de rentes lorsque l'employeur est reconnu responsable, notamment pour une faute inexcusable, et donc la rente va être majorée. Hein. Mais vous pouvez aussi avoir, et là on dépasse le stade et on va vraiment dans des dimensions très conflictuelles vers des réparations au civil. Donc ça veut dire des coûts relativement importants et éventuellement aussi des impacts financiers dus à des décisions pénales. Donc ça impacté directement l'entreprise. On sait le mesurer, vous savez le mesurer, vous êtes employeur, mais à côté de cela, il y a aussi tous les coûts indirects qu'il faut tenir compte. Ces coûts indirects, vous avez déjà la perte de production pendant un moment, le temps de remplacer la victime. Ensuite, il vous faut également trouver la ressource nécessaire, ça prend du temps. Il va falloir former cette ressource nécessaire au poste de travail. Là aussi, c'est un investissement. Vous allez avoir peut-être des pertes de niveau de productivité. Ça a un coût également. Vous pouvez avoir aussi des non-qualités sur vos ouvrages ou vos chantiers. Vous pouvez aussi avoir également un impact sur l'image de l'entreprise. Donc tout ça, c'est des coûts indirects qui sont très compliqués à mesurer, mais on sait qu'il y a eu plusieurs études qui ont été menées par des économistes à ce sujet, et les coûts indirects, on représente un ratio de 5 à 7 fois plus important que les coûts directs. Donc il y a un enjeu vraiment important, humain bien évidemment, mais aussi économique pour vous, employeurs, dans le BTP. On peut passer au slide suivant. Alors les chutes d'auteur, c'est quelque chose que vous connaissez, vous n'allez pas le découvrir aujourd'hui à travers ce webinaire. Les chutes d'auteur, on va les rencontrer dès lors qu'on est le compagnon est amené à évoluer avec des nivellations, donc ce sont les circulations verticales, les escaliers par exemple. Beaucoup de chutes sont dues à des escaliers. Alors c'est souvent des impacts qui sont bénins, mais
vous pouvez avoir des accidents graves du fait de quelqu'un qui tombe dans une circulation escalier. Vous avez aussi des risques qui sont et des accidents qui surviennent sur des circulations horizontales. On parle de trémies. Les trémies, c'est quelque chose c'est un piège monstrueux que vous avez sans doute tous rencontré ou constaté un jour ou l'autre, où vous trouvez une planche de contreplaqué sur une trémie, sur une réservation et une ouverture pour une canne technique. Voilà, vous passez dessus, tout va bien. Et il suffit qu'à un moment donné, ça rompe ou la plaque se déplace. Ben là, voilà, là on a un événement. Vous avez aussi les mêmes scénarios sur les toitures terrasses, par exemple, avec les Skydome, ou des toitures un peu plus inclinées, mais avec des tôles ondulées transparentes. Là aussi, le réseau assurance maladie dénonce malheureusement des accidents courants et répétés sur ces sujets-là. Alors, il y a bien évidemment des moyens, il y a une multitude de dispositifs pour pouvoir prévenir ces risques, hein, sur les circulations verticales. On va être sur des accès sécurisés avec non pas des échelles, mais puisque ça on le voit encore, mais des escaliers avec tous les équipements nécessaires pour prévenir les chutes. Vous allez avoir des protections des ouvrants sur les toitures terrasses. Vous allez avoir des protections en rive de toiture. On va retrouver aussi des chutes, et je l'ai dit tout à l'heure, sur les remblaiements. Dès lors que vous avez en périphérie d'un ouvrage des fossés, il convient de les remblayer dès que possible pour éviter que les compagnons tombent dedans. C'est très basique, mais malheureusement, ça fait encore des victimes. Et puis on a aussi des dispositifs, et ça c'est ce sur quoi nous axons aujourd'hui prioritairement, et notamment auprès des maîtres d'ouvrage, pour mettre en place des moyens mutualisés et communs pour travailler en hauteur ou évoluer en hauteur. C'est le cas des échafaudages communs partagés avec l'ensemble des corps d'État. Ça peut être aussi des plateformes motorisées. Alors, les nacelles, c'est un peu plus particulier puisque ce sera plutôt à l'usage de l'opérateur et de l'entreprise qui le prend en charge. Mais voilà, il existe plein de choses. Ça existe, mais encore faut-il les mettre en œuvre. On peut passer à la diapo suivante. Alors, on a parlé tout à l'heure du DUER, qui est donc le document unique d'évaluation des risques. C'est une obligation réglementaire, je le rappelle, c'est à la charge de l'entreprise, donc de recueillir et d'identifier, on verra dans les détails sur le slide suivant, un peu la gymnastique de l'évolution, de l'élaboration du DUER. Donc c'est effectivement un outil, une figure imposée, mais c'est un outil de performance. C'est à travers ce DUER que vous allez pouvoir, je dirais, dresser une culture d'entreprise en matière de sécurité au sein de vos équipes. Et ça c'est vraiment fondamental. Ça nécessite une réflexion, une participation des salariés, une identification des moyens. Donc ça aussi, on le verra après. Mais on s'aperçoit que ce DUER, qui peut être très très bien fait d'un point de vue générique dans l'entreprise, mais il doit être repensé, pas forcément dans son ensemble, mais adapté à chacune de vos opérations. Donc là, vous pouvez le trouver, en général, c'est à travers les PPSPS, puisque vos opérations, quand vous intervenez dans le BTP, il est très courant qu'il y ait plusieurs corps d'État, plusieurs entreprises. Au-delà de deux, on rentre dans la logique de la coordination SPS. Donc vous êtes amené à faire un PPSPS, et ce PPSPS, lui, est l'adaptation de votre réflexion, de votre DUER au niveau générique. Donc ça, c'est important, il faut l'adapter, tout simplement parce que vous pouvez avoir, dans des situations génériques, des dispositifs, des matériels, des équipements, une façon de travailler qui est tout à fait menée en sécurité, mais dans le cadre d'un chantier spécifique, la mesure de protection collective ou individuelle n'est pas adaptée, et là, vous allez peut-être exposer vos salariés à des risques de chute. On peut poursuivre également. Alors, je parlais de l'évaluation des DUER et donc le document unique d'évaluation des risques. En fait, la démarche pour pouvoir produire ce document-là se scinde finalement en deux grandes familles. D'abord, bien évidemment, il faut identifier les situations de travail à risque. Alors, aujourd'hui, on parle de chute d'auteur, mais le DUER regroupe tous les risques. Je dis bien tous les risques auxquels peuvent être exposés les salariés. Donc, le but, c'est d'identifier ces situations de travail à risque.
Alors, cette démarche humaine, elle prend du temps, elle doit être faite sérieusement, avec rigueur, et il convient fortement d'associer les compagnons, votre encadrement de chantier, à la réflexion et à l'identification de ces situations de travail. C'est eux qui interviennent, et c'est eux qui connaissent très très bien les problématiques, et ils sont force de propositions et d'idées qui sont tout à fait intéressantes. Donc ça, cette phase-là, une fois que vous avez identifié vos situations de travail à risque, eh bien, il va falloir mettre en place, à travers un plan d'action, un certain nombre de mesures. Alors, ces mesures, elles se déclinent soit d'un point de vue organisationnel, soit d'un point de vue humain, soit d'un point de vue matériel. En termes organisationnels, on va retrouver les modes opératoires. Ces modes opératoires sont importants. Déjà, c'est le savoir-faire de votre entreprise, mais ça permet aussi d'assurer que les façons de faire sont correctes et répondent des fois à l'usage du matériel ou à l'attendu de l'entreprise. Ça peut être très simple, hein, c'est souvent peut-être des petits schémas, on n'a pas besoin d'avoir des bibles entières pour pouvoir définir ou décrire un mode opératoire. Et ça doit être accessible aux salariés. C'est aussi un moyen de transférer le savoir et d'accueillir les nouveaux arrivants à travers ces modes opératoires. C'est bien évidemment les matériels. Ça, vous avez une multitude de matériels. Je pense qu'aujourd'hui, on est assez doté. Il y a beaucoup de solutions qui existent pour répondre à différentes situations qui peuvent exposer à des risques de chute d'auteur. Ces matériels, bien évidemment, sont des équipements prioritairement collectifs, des protections collectives, au dépend des protections individuelles. Ça, c'est les principes fondamentaux, généraux de prévention. Et ça, on le rappelle, c'est fondamental. C'est aussi des garde-corps. On va, plutôt que des harnais ou des cordistes. Voilà. Donc tout ça, c'est important. Voilà, de trouver le bon matériel à la bonne situation de travail. Mais ce matériel-là nécessite aussi une adéquation. Parce qu'il peut être tout à fait efficace dans certaines situations et pas du tout dans d'autres. Donc là aussi, il est nécessaire dans votre analyse et dans votre réflexion d'avoir toujours cette question, est-ce que le matériel est adapté? Donc là, vous êtes dans un examen d'adéquation. Et puis pour finir, la dimension un peu humaine aussi, c'est les salariés, c'est les opérateurs. Il faut les former. Ça, c'est vraiment important. C'est pas parce que vous leur donnez les bons équipements qu'ils savent bien les utiliser. Il faut les sensibiliser, les informer également, les informer des risques et des conséquences. Peut-être certains n'ont pas conscience des situations dangereuses. Donc là, c'est le rôle de l'employeur là-dessus de pouvoir les former. Vous avez aujourd'hui, à travers le réseau assurance maladie, risque professionnel, donc Vocarsat, une multitude de formations qui sont proposées. C'est souvent des formations de formateurs. Vous avez aussi l'OPP BTP qui propose des formations plutôt orientées vers les opérateurs. Donc tout ça, vous avez un corpus de formations qui est tout à fait adapté et qui pourrait répondre à vos attentes. Donc là aussi, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous accompagner et vous conseiller. Le slide suivant, éventuellement. Merci. Alors, pour terminer mon intervention, on parlait de documents uniques d'évaluation des risques. Donc là, lorsqu'on l'a bien fait, ça c'est très bien. On n'est plus dans cette logique de répondre à une simple obligation réglementaire, mais on essaye de rendre l'entreprise performante en matière de sécurité. C'est une très bonne chose. Toutes les entreprises aujourd'hui ne sont pas dotées d'un DUR et on œuvre encore là-dessus pour pouvoir améliorer la situation. Toutefois, lorsque vous avez ce DUR qui est bien fait, il faut le faire vivre. Et ça aussi, c'est fondamental. Donc, il faut régulièrement le repenser, le retravailler, et toujours dans cette même logique, en associant vos salariés dans la démarche. J'en ai terminé. Je repasse la parole à Alain ou à Bruno, je ne sais pas. Tout à fait, je reprends la parole, effectivement. Eh bien, comme le souligne Jean-François, hein, le plan d'action, en fait, le document unique permet d'initier un plan d'action. C'est-à-dire qu'en fait, un document unique sans rien derrière, eh bien, on est d'accord, ça ne sert à rien. Il faut effectivement avoir derrière ce plan d'action, donc qui va faire évoluer l'organisation de l'entreprise au travers des modes opératoires, de la gestion de la coactivité. On va revenir sur tous ces points-là, l'aménagement des lieux, postes de travail, rangement des postes de travail, vérification des matériels,
N'hésitez pas à poser vos questions ou à indiquer vos remarques que Samira me fera remonter. Notamment une remarque d'un des participants, le DUER formalise ce que nous faisons comme le PPSPS. Attention, attention, on a tendance plutôt à dire que le PPSPS, c'est le document unique du chantier, propre au chantier, alors que le DUER, en fait, c'est l'évaluation de l'ensemble des risques de l'entreprise, que ce soit dans les locaux de l'entreprise, que ce soit sur la route, bien sûr, dans les déplacements, que ce soit dans le dépôt, dans les bureaux, et pour tout le monde, bien sûr. Hein. Donc, c'est quand même deux choses très différentes. On reviendra tout à l'heure après sur le PPSPS. Mode opératoire, on en a parlé. Ce n'est pas un gros mot, un mode opératoire. Non, ce n'est pas un gros mot. Un mode opératoire, en fait, c'est quelque chose qui est très simple. C'est comme une recette de cuisine. Hein. En fait, c'est quelque chose qui doit, comme le disait Jean-François, illustrer. On ne le voit pas assez souvent, d'ailleurs, dans les PPSPS, le mode opératoire. Mais c'est bien la façon de transmettre des consignes de façon claire à vos opérateurs. Je prends toujours l'exemple des modes opératoires, enfin des notices de montage de ce grand magasin suédois que tout le monde connaît. Regardez bien, sur ces notices, il n'y a pas un seul mot, il n'y a que des dessins. Donc on est bien quand même sur quelque chose de vraiment efficace. Ça peut être aussi bien sûr par des photos de matériaux, des photos de matériel. Tout ça, ça rentre dans les modes opératoires. La gestion de la coactivité sur chantier, eh bien, c'est un vaste sujet, puisqu'en fait, on va parler de la coactivité SPS avec les différentes catégories de coordination SPS, catégorie 1, 2 ou 3, qui, en fait, en fonction de la taille des chantiers. La catégorie 1, donc des opérations de plus de 10 000 hommes-jour. Alors, qu'est-ce que c'est que 10 000 hommes-jour? En fait, c'est le produit du nombre d'hommes par le nombre de journées sur le chantier. Je prends un exemple, un chantier sur 3 mois, ça représente 60 jours, avec 10 salariés, ça en fait un chantier de 600 hommes-jours. Voilà. Catégorie 1, des chantiers bien assez importants quand même, on est sur des opérations de 4 millions d'euros. Catégorie 2, ce sera entre 10 000 hommes-jours et 500 hommes-jours, donc la plupart en fait des opérations de construction. Et pour les plus petits, catégorie 3, où là, en fait, généralement, on n'a pas de coordinateur SPS d'identifié. C'est le maître d'ouvrage qui doit assurer en fait la sécurité sur chantier ou qui délègue aux entreprises présentes, généralement aussi aux entreprises de gros œuvres. Ce coordinateur SPS, c'est le chef d'orchestre du chantier, ne l'oubliez pas. C'est lui qui doit en fait gérer bon nombre de moyens, les moyens mutualisés, notamment comme un échafaudage par exemple, qui va aussi gérer les accès, qui va gérer aussi le stockage par exemple. Si on reste sur les chutes de hauteur, bien sûr, ça concernera surtout les accès, les circulations horizontales et circulations verticales. Aménagement des lieux et postes de travail. Effectivement, si on n'a pas aménagé, si on n'a pas organisé son poste de travail, on va avoir des risques d'incidents et donc de presque accidents et d'accidents et ainsi de suite. Ça, c'est la base, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, vous voulez absolument faire remonter cette notion d'incident, par exemple. J'ai quelques entreprises dans mon secteur où, en fait, on est en train de travailler sur le sujet, c'est un vrai sujet, la remontée d'incidents. Alors, d'abord, définir ce que c'est qu'un incident. Un incident, c'est quoi? C'est tout simplement déjà quelque chose, un trou qui n'est pas balisé. C'est un incident, bien sûr, c'est un presque accident. Ça va être un appareil qui ne fonctionne pas. Ce sera aussi un incident. À partir du moment où vos salariés font remonter ces incidents, vous avez déjà beaucoup gagné avec eux parce que ça veut dire aussi qu'ils auront identifié ces incidents. Et c'est bien là le problème, c'est de définir en fait ce que sont ces incidents. Rangement des postes de travail, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les aménagements des lieux et les postes de travail. Vérification des matériels, vérification des matériels, vérification générale périodique, pour ce qui est des vérifications qui sont obligatoires, mais pas que. On va avoir la vérification de tout le matériel dont vous disposez dans l'entreprise, une échelle.
un escabeau. Alors attention, ce ne sont pas des équipements pour travailler en hauteur, mais ce sont des moyens d'accès. Et bien là aussi, ça nécessite des vérifications. Et on voit bien que souvent, sur le chantier, une échelle, on peut avoir un barreau de tordu, on peut avoir les patins qui manquent et on peut avoir un usage qui n'est pas conventionnel. Donc déjà, sur un seul équipement de travail, on va avoir 3 anomalies. Toujours sur les vérifications, concernant notamment les échafaudages de pieds, les échafaudages roulants, vous savez que c'est des équipements qui doivent être vérifiés avant mise en service ou lorsqu'on les remet en service. Ici, par exemple, vous voyez sur cette photo, exemple très concret d'outils que vous allez pouvoir récupérer sur le site de l'OPPBTP, par exemple, concernant les rapports de vérification avant mise en service. On a aussi des applications smartphone pour faire ces vérifications avec des checklists. Pour les échafaudages toujours, vérification journalière. Tous les jours, votre échafaudage doit être vérifié, c'est ce qu'on appelle l'état de conservation. Les vérifications trimestrielles pour les échafaudages, ça concernera notamment pour les vérifications trimestrielles approfondies, pour des échafaudages qui restent en place plus de 3 mois. Alors, ce n'est pas tous les chantiers, bien sûr, mais je pense notamment aux chantiers type monuments historiques, des choses comme ça, où on va avoir des programmes qui peuvent perdurer sur 6 mois, 1 an, même 2 ans parfois. Et puis, notre type de vérification, si je reprends encore le cas de mes échafaudages, eh bien, ce sera la vérification faite par des organismes agréés, et ça notamment sous la demande, par exemple, de l'inspection du travail. Vous êtes obligé, dans ce cas-là, de faire cette vérification par un organisme agréé. Concernant les moyens techniques, eh bien, on va revenir sur les échafaudages de pied, échafaudages roulants, les PEMP, les PIR, les équipements de protection individuelle. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, on va dire, de façon basique, c'est le harnais. De façon plus précise, on parlera de système d'arrêt de chute. Système d'arrêt de chute, parce qu'en fait, le harnais seul, il ne va pas servir à grand-chose. Il faut l'accrocher à quelque part. Donc, c'est le harnais, c'est le point d'ancrage, et c'est le système de liaison. Voilà. Et tout cet équipement-là, eh bien, ça nécessite la formation, ça nécessite la vérification, ça nécessite bien sûr l'obligation de travailler jamais seul. Ça nécite aussi d'avoir, c'est basique, mais d'avoir un harnais tout simplement à sa taille. Et oui, à sa taille ajustée. Concernant les plateformes élévatrices monde personnel, les échafaudages de pied, on en a parlé un petit peu, donc qui doivent être bien sûr complètes, avec les lisses, les sous-lisses, avec les plaintes. Pas plus tard qu'hier, une entreprise de gros œuvres m'appelle, il manque les plaintes sur le chantier, mon chantier est arrêté, l'inspection du travail est passée. Écoutez, oui, effectivement, les plaintes sont obligatoires. Les plaintes vont retenir des objets qui sont sur les planchers, mais aussi vont retenir l'opérateur qui pourrait, par exemple, dévaler du toit. Eh bien, ce cher monsieur cherchait les plaintes partout dans son atelier, était persuadé d'avoir jamais vu de plainte sur un échafaudage, et je lui ai demandé de peut-être vérifier son bon de commande ou son bon de livraison, tout simplement. Les plateformes élévatrices monde personnel, là aussi, des équipements largement répandus maintenant aujourd'hui sur nos chantiers. Heureusement d'ailleurs, puisque ce sont des équipements qui apportent énormément de confort aux opérateurs et de sécurité, moyennant bien sûr l'utilisation à bon escient de l'équipement qui est là aussi conforme, qui est vérifié, qui est bien sûr attesté conforme, vérifié, qui a son, son carnet d'entretien. Normalement, dans une plateforme élévatrice monde personnel, on doit retrouver 4 documents. On doit retrouver la notice d'utilisation, on doit retrouver l'attestation de conformité, j'en ai parlé, la vérification donc, par un organisme et le carnet d'entretien. C'est la fameuse boîte en plastique, d'ailleurs, que personne n'ose ouvrir. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a un petit linguet de sécurité dessus. Justement, le linguet de sécurité, il faut le sauter, il faut le faire sauter, pour voir si c'est le cas, par exemple, d'un organisme de location, si vous avez bien loué le bon matériel avec les bons papiers. Les plateformes individuelles roulantes, largement utilisées aujourd'hui, je pense, dans les entreprises de gros œuvres, plus difficilement utilisées encore dans les entreprises de seconde œuvre.
Et pourtant, moi qui viens d'une entreprise d'électricité, je peux vous assurer qu'il y a 15 ans, on se battait pour avoir les échafaudages, les petits échafaudages roulants notamment, qui sont bien pratiques quand ils sont utilisés à bon escient. Et regardez, quand un électricien vient monter un luminaire, le nombre de fois qu'il monte et qu'il descend de son escabeau, 5, 6, 7 fois, 8 fois quand il n'a pas oublié un outil. Je pense qu'avec un petit échafaudage roulant ou avec une plateforme individuelle roulante, eh bien, il sera beaucoup plus productif et surtout beaucoup plus en sécurité. Vous voyez sur cette photo eh bien, les affiches que vous pouvez aussi avoir à votre disposition téléchargeables sur le site Prévention BTP de l'OPP-BTP. Ce site qui a été mis à jour au mois de janvier de cette année. Hein. Donc il était un petit peu vieillissant, hein. Il avait été créé en 2012 de mémoire. Donc il avait besoin d'être un petit peu rajeuni. C'est ce qu'on a fait, lancement de ce nouveau site le 18 janvier 2021. Avec plein de bonnes solutions surtout. C'est-à-dire qu'en fait, le site est axé solutions chantier et solutions entreprise avec une particularité, c'est que vous pouvez personnaliser ce site, enfin du moins la consultation de ce site, en informant l'activité de votre entreprise, votre fonction d'entreprise et l'effectif de votre entreprise. Maintenant, en ce qui concerne les outils que vous avez pu créer sur le site, ne vous inquiétez pas, ils existent toujours, ils sont toujours conservés, ils sont toujours enregistrés, que ce soit les PPSPS, documents uniques, plan d'action et autres. Autre volet d'action, ce sera bien sûr la formation, les formations obligatoires, telles que les CACES, telles que les montages et démontages échafaudages, telles que les formations à la sécurité, les formations renforcées à la sécurité aussi pour vos intérimaires. Concernant l'axe information, l'information par tout canaux possibles, que ce soit de l'information par de l'affichage, mais aussi de l'information par les quarts d'heure sécurité, de l'information par les notes de service. Vous allez aussi retrouver sur le site de l'OPP-BTP des modules e-learning, parce que bien sûr, ce sont des modules d'à peu près un quart d'heure, donc ce n'est pas proprement dit de la formation, mais ça permet quand même de se rendre compte, par exemple, bien pour l'usage d'un harnais ou pour la création d'un PPSPS ou bien pour un échafaudage. On retrouve les modules d'e-learning d'à peu près une quinzaine de minutes. N'hésitez pas à les consulter. Communication, management de la prévention, ça, effectivement, ça doit passer déjà par le chef d'entreprise, par vous, par le chef d'entreprise, par l'encadrement, et puis qu'ensuite, eh bien, ce soit diffusé aux chefs de chantier, aux opérateurs. C'est votre politique prévention eh bien, de votre entreprise. Et là, n'hésitez pas à faire appel à mes collègues conseillers en prévention pour vous accompagner, pour vous aider dans le domaine et pour vous accompagner. Je laisse la parole à Bruno, à moins que vous ayez des questions ou des remarques. Alors, voilà, Samira m'a fait des grandes phrases. Concernant le travail en toiture terrasse, les textes et réglementations sur le travail en toiture sont clairs entre protection collective et EPI. Toutefois, l'accès à ces toits, lieux de travail, n'est pas normalisé. S'il est possible de mettre en place ce dispositif pour les petits chantiers, moins de 3 jours, alors comment accéder à ces toitures vu que les échelles sont bannies et les nacelles considérées comme des postes de travail, donc pas dans les normes comme moyen d'accès? Peut-être, Jean-François, avez-vous des précisions sur le sujet? En fin de compte, ça va être peut-être tout ce qui est intervention ultérieure, par exemple. Il y a plusieurs choses dans la question. On parle, vous abordez la notion de norme et la notion de réglementaire. Et voilà. Donc le sujet est très vaste. Bon, pour intervenir, alors vous parliez des échelles. Les échelles sont un moyen d'accès
et absolument pas un poste de travail. Toutefois, il y a quand même quelques particularités qui sont prévues au niveau réglementaire, donc dans le Code du travail, qui précise qu'on peut utiliser éventuellement une échelle comme un poste de travail, mais que pour des situations qui sont exceptionnelles, lorsqu'il y a une impossibilité technique de mettre en place d'autres situations, d'autres moyens, d'autres équipements, de protection collective ou individuelle, et que cette intervention soit très rapide. Voilà, pas répétitive, mais très rapide. Toutefois, pour accéder en toiture et évoluer en toiture, effectivement, il faut analyser la situation. Donc, c'est une évaluation du risque au moment pour la tâche à réaliser. Il y a toujours des dispositions. Une plateforme, une PMP, une plateforme élévatrice mobile de personnes, n'est pas c'est un poste de travail, effectivement, mais c'est pas un moyen pour pouvoir accéder sur une toiture. Il y a toujours normalement dans l'ouvrage une possibilité d'accéder sur une toiture. Si c'est pas le cas, vous avez peut-être des recours avec des échafaudages, des pirs, des dispositifs provisoires d'escalier. Il y a aussi des notions de crinoline, mais on revient plutôt à la notion d'échelle. Tout ça, ça existe, donc c'est rare en tous les cas de trouver des situations où on est confronté à l'impossibilité technique. Donc il faut vraiment évaluer, et c'est pas au moment où on intervient sur le chantier, c'est pas au moment où les personnes, les compagnons arrivent, qu'il faut réfléchir à la façon d'accéder. Alors, même question concernant les interventions d'urgence sur une toiture plate. Comment y accéder si on n'a pas le temps de mettre en place une tour d'accès? Quelles directives ou instructions donner à nos employés concernant les accès? Alors, il faut traduire la notion d'accès d'urgence. L'accès d'urgence, c'est quoi? C'est pour aller sauver une personne qui est en détresse sur un toit, ou est-ce que c'est pour aller réparer une fuite ou faire une reprise d'étanchéité? Là, il faut se poser la question, et cette notion d'urgence, elle est à l'appréciation, je dirais, de chacun, mais quand il y a un problème derrière, le magistrat aura sa propre appréciation. Donc, et j'insiste sur la prudence de cette notion d'urgence, parce que tout peut être urgence finalement. Ensuite, comme je l'ai expliqué, l'échelle, la crinoline est un moyen d'accès, n'est pas un poste de travail. Donc c'est tout à fait, c'est pas interdit, c'est pas interdit. Maintenant, lorsque c'est quelque chose qui se fait fréquemment, lorsque vous avez du personnel qui passe régulièrement pour accéder sur une zone de chantier et vous mettez en place une échelle alors qu'un escalier peut être disposé, là il y aura des efforts à faire. Mais voilà, il n'y a pas d'exclusion de l'échelle. Hein. Bien sûr. Et puis peut-être de la même personne aussi, qui rappelle aussi, par exemple, pour une intervention de moins d'une heure, par exemple, type fumiste, pour les opérations de ramonage, j'imagine, ou bien même pour nos amis les antennistes, par exemple. Donc pour une sortie de toit, voilà, il va bien sûr là aussi falloir faire l'évaluation des risques. Et comment intervenir? Chaque intervention, chaque chantier a ses particularités. Donc là aussi, je renvoie à l'évaluation des risques. Je redis bien que s'il n'y a pas de possibilité technique pour mettre en place un poste de travail en hauteur correct, avec des protections préférentiellement collectives, voire individuelles, avec des dispositifs d'arrêt de chute, l'échelle, oui, est en cours, mais c'est très, très, très occasionnel et c'est très particulier. C'est pas parce que l'intervention, on assimile parfois une intervention rapide, urgente, et pas forcément rétribuée financièrement à sa juste valeur, et on utilise effectivement une échelle parce que ça coûte moins cher. Non, il y a des moments où on vient avec un échafaudage, une pierre, un échafaudage roulant. Si l'intervention est un peu plus délicate, ça peut être une PMP, même pour l'intervention sur des conduites d'extraction de fumée ou autre. Voilà. Alors c'est pas facile toujours à entendre, mais c'est les bonnes pratiques. Voilà. Effectivement, ce qui peut aussi nous sauver, c'est notamment la veille technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte sur le marché, enfin depuis déjà quelques années, mais de plateformes d'élévatrice de personnel type araignée. Donc en fait, ce sont des équipements qui sont généralement mus sur des chenilles, donc qui sont relativement étroites, et après qui se déploient avec des pattes, comme son nom l'indique, un petit peu comme une araignée. Et ces équipements, écoutez, on commence à les voir par les élagueurs, par les gens qui font du ramonage.
Moi, dernièrement, je l'ai vu aussi par les enseignistes. Hein. Les enseignistes, encore pendant très longtemps, qu'est-ce qu'ils faisaient dans un enseigniste, hein? C'est pas compliqué. Hein. Il prenait son fourgon, il s'approchait de la croix verte de la pharmacie, là, il montait sur son fourgon, et puis tant qu'à faire, il mettait un escabeau parce que c'était un peu court. Et en fait, aujourd'hui, on a même des enseignistes qui s'équipent en fait de ces nacelles qui vont avoir donc derrière la remorque et qui vont être donc beaucoup plus à l'aise pour travailler. Ok. Eh ben, on laisse peut-être la parole à Bruno. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. Peut-être que Samira répond aussi directement dans le fil de conversation, c'est possible. En même temps, on a déjà passé un bon moment. Donc, alors, alors, je vois pas les diapos, hein, c'est la magie d'Internet, donc je sais pas trop où on en est. Eh bien, écoutez, on est sur la 24. Une diapo sur On est sur la 24. Merci. Donc, le sens de circulation. Alors, moi, sur l'aspect formation, enfin, je vais revenir sur quelque chose qui me tient à cœur. On parle de la culture prévention. Donc, l'idée de la culture prévention, grosso modo, pour simplifier, ça serait que, y compris sans la présence de hiérarchie, les gens fassent naturellement le choix de mettre en place les sécurités. Donc, c'est compliqué, parce que ça veut dire que ce choix-là, c'est le choix de ne pas tricher avec la sécurité. Donc, c'est aussi faire entièrement le travail. Et on sait bien, ceux qui travaillent en tous les cas savent bien qu'on n'arrête pas de prendre des raccourcis pour que le travail avance vite. Et un des raccourcis assez habituels, c'est justement des garde-corps, c'est de ne pas mettre en place les garde-corps. Donc l'idée de la culture prévention, c'est une idée qui est très puissante et qui nous intéresse tous. Et souvent, elle est prise simplement par le biais de la formation. En disant, on va apprendre aux gens à bien faire, à bien penser, et naturellement, ils vont se mettre à faire. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Donc en fait, la culture prévention, c'est quelque chose qui se construit dans les collectifs métiers. C'est quelque chose qui se discute, qui se négocie. C'est quelque chose qui fait l'objet de controverses. Et c'est quelque chose donc qui va s'argumenter, se contre-argumenter, pour en final trouver quelque chose qui semble raisonnable au collectif. C'est pas du tout la façon dont on a imaginé la prévention, puisque la prévention, généralement, elle s'impose, et elle s'impose à tous, de façon hiérarchique, très formelle, donc avec tout un tas de procédures. Or, si on veut que ça fonctionne, puisque dans le bâtiment, c'est pas que des grandes entreprises, le bâtiment, c'est tout un tas de petites entreprises, avec une autonomie féroce de chaque salarié, qui va faire, mine de rien, à l'aune de son jugement. Donc, il faut favoriser le débat, il faut favoriser la controverse, il faut aussi avoir les arguments pour le faire. C'est pas si simple, c'est pas une habitude française d'accepter cette discussion, et c'est quelque chose qu'on doit réapprendre, qu'on a perdu de vue. C'était quelque chose qui existait bien avant et qui, au nom de la rentabilité, a disparu des équipes. Donc, je vous parlais de la convivialité qui nous faisait tomber malade avec le Covid. Et bien, cette convivialité, elle est quand même très, très utile pour justement convenir d'un niveau de prévention acceptable. Et après, aux entreprises de faire émerger les gens qui sont convaincus et de les pousser à ce qu'ils convainquent et qu'ils discutent avec les autres. Donc, c'était pour clore un peu ce débat sur la prévention. Maintenant, je vais parler du Covid. Le Covid, c'est de la prévention, c'est une prévention comme les autres, et c'est la même idée, c'est-à-dire qu'il y a une très bonne idée qui est apparue dans les carnets de l'OPP, hein, puisqu'ils ont fait un magnifique document sur la gestion du Covid. Donc ce document, très intéressant, je vous conseille d'aller le voir, d'aller le télécharger, l'étudier. Et dedans, il y a cette idée de référent Covid, donc la personne qui va inciter, qui va pousser, qui va tirer, qui va discuter, qui va négocier, qui va controverser
bref, qui va s'impliquer pour que les choses se fassent et qu'elles se fassent bien. Alors cette personne, elle ne sera pas parfaite, hein, elle aura aussi des défauts, mais si elle est suffisamment convaincue et qu'on lui donne un peu de temps, elle peut aussi amener des choses très positives sur le chantier, une meilleure prise en compte et plus de prudence. Après, il faut aussi de l'habileté, donc il faut l'art de la négociation, c'est pas toujours simple. Bien sûr que dans cette gestion du Covid, comme une prévention normale, on va mettre à jour le document unique, et bien sûr qu'on va y mettre des moyens, qu'on va y trouver des astuces, qu'on va valoriser les bonnes pratiques, qu'on va les faire valoir, quand je dis les valoriser, c'est-à-dire on va les faire valoir auprès de tous, on va donc quelque part, retourner mes pages, on va quelque part donc suivre les mesures de prévention, celles qui sont écrites partout, qu'on nous bassine à longueur de journée, se laver les mains fréquemment, se laver les mains en début de journée, entre les postes, avant d'aller à table, on va nettoyer, on va écarter les gens les uns des autres pour éviter qu'ils se contaminent par aérolisation, c'est-à-dire par les voies aériennes, et donc on va donc nettoyer les surfaces qu'on aura touchées. On essaiera d'éviter de se passer les objets, donc, et surtout, on portera le masque, quoi, qui permettra de ne pas trop se contaminer. Dernière expérience, hein, un chantier où une personne est malade, et on fait des tests et on s'aperçoit que les 10 collègues qui sont autour sont porteurs, ou enfin 10 collègues sur 15 sont porteurs ou en voie de devenir malades. Donc arrêt du chantier, enfin tout un pataquès pour sortir de cette situation, et donc un retard considérable sur le chantier des ouvrages. Ai-je bien parlé? Oui, très bien. Est-ce qu'on passe à Primo? Primo Construction. Je vais vous en dire 2 mots, si vous me le permettez. Parce que je lance une vidéo. Alors, non, je vais parler un petit peu, parce qu'il faut parler de Primo avant. C'est une entreprise que je suis, c'est un hasard. Hein. Je n'avais pas imaginé que ce serait ce film qui sortirait. Mais c'est une entreprise qui m'enthousiasme vraiment en tant que préventeur, parce que c'est une entreprise qui fait beaucoup participer son personnel dans le choix et dans le retour d'expérience. Ils ont un système de retour d'expérience très puissant, donc où ils sollicitent beaucoup les gens de chantier. Et donc justement, ils sont férus de controverses qu'ils maîtrisent très très bien. Ça se passe bien, c'est pas de la controverse idiote et imbécile, c'est des choses qui sont très argumentées, et ils sont en recherche du meilleur compromis pour faire le travail en sécurité. Ce qui va être présenté, c'est assez simple, hein, c'est des consoles qu'on a vu apparaître il y a déjà, je sais pas, 40 ans. Donc c'est des choses qui sont assez simples. Pour eux, ça a été un bond en avant, donc ça a été une réussite. Mais c'est pas que représentatif de ce qu'ils font, c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait sur les consoles, ils le font aussi sur les garde-corps périphériques, ils le font sur tout un tas de sujets. Bref. C'est une entreprise qui me fait assez souvent intervenir, où j'ai un grand plaisir à aller rencontrer les gens, à discuter avec eux. Je salue Christophe Bonis, le chef d'entreprise, qui est un chef d'entreprise clairvoyant, et c'est sa réussite, puisque c'est une réussite qui n'est pas très ancienne, hein, c'est une entreprise qui a 20-25 ans, pas tout cassé, et donc ils sont maintenant, je sais pas, ils sont une cinquantaine, il a Primo Construction, Primo Charpente, donc il y a deux entités, ça doit faire 70 personnes en tout. Avec les sous-traitants, ils montent, et les intérimaires, ils montent à 120. Bref, c'est une très belle réussite entrepreneuriale, avec des gens qui sont très motivés, très loyaux, très loyaux. Bon, il y a du turnover comme partout, mais la différence que je vois dans son entreprise, je crois, la petite différence d'âme, c'est la loyauté. C'est comme ça que je définirais le mieux sa boîte. Voilà, donc maintenant on peut lancer le film. Et si quelqu'un de Primo m'écoute, eh bien, je le salue bien. L'entreprise Primo Construction est une entreprise générale de bâtiment spécialisée dans les travaux du gros œuvre.
Auparavant, sur nos chantiers, nous avions l'habitude d'obstruer les trémies d'ascenseur à chaque niveau, sans outils adaptés, ce qui représentait un risque important de chute pour nos salariés. Dans une démarche de prévention, nous avons choisi d'acquérir des consoles de protection collective. Elles sont équipées d'un plâtrage bois, adapté à la gaine d'ascenseur, et qui restent en place sur la console à tous les niveaux. C'est beaucoup plus rapide à mettre en place, ça apporte de la sécurité au chantier, et en plus, elles sont réutilisables. Ça a été pour nous un vrai facteur d'amélioration. Ça a diminué les risques de chute de hauteur pour nos salariés, et en même temps, ça a simplifié et ça a rationalisé la mise en place des protections collectives de tous nos chantiers. Et si on regardait la prévention autrement? Cette action de prévention a réduit le risque de chute de hauteur et organisé durablement la mise en place de ces protections collectives. En améliorant l'organisation des chantiers, on agit sur la productivité et du même coup sur la performance économique de l'entreprise. Et oui, parce que la prévention a un impact économique, l'analyse de cette action indique que l'investissement dans sa mise en œuvre a été d'un coût modéré. Le bilan de la démarche a comptabilisé des gains d'un rapport bien supérieur. Et quand la prévention profite à l'entreprise, c'est qu'elle profite aux salariés. Investir dans ce matériel a eu un impact positif. Après avoir fait le bilan, on peut dire que la prévention, ça rapporte. Et aujourd'hui, j'en ai la preuve. Choisissez votre action de prévention pour plus de performance sur préventionbtp.fr. Très bien, parfait. Bah, effectivement, une très bonne entreprise. Ces cas, vous les retrouvez sur le site, toujours, de Prévention BTP. Par contre, 150 actions, beaucoup plus. Hein. Il y en a plus de 300 à ce jour. Pas toutes, bien sûr, illustrées par des vidéos comme ici, mais ce sont en fait ces récapitulatifs donc, sur des fiches PDF où on va retrouver en fait l'investissement, le coût et ce que ça a pu rapporter derrière, avec parfois des rapports considérables. Attention, hein, on est bien sur de la prévention, c'est-à-dire que bien sûr, ce sont à chaque fois des actions qui ont apporté comment dire, du confort, de la sécurité, que ce soit en ergonomie, ainsi de suite. Sinon, quoi d'autre? On va passer peut-être à Jean-François qui va nous parler qui va nous faire une synthèse. Avant, Jean-François, de vous passer la parole, quelques remarques des personnes qui participent, remarques extrêmement pertinentes. Hein, je pense qu'on a là un public vraiment conquis. La vie n'a pas de prix, hein, c'est une priorité qu'un vrai client comprend. Le compagnonnage, le parrainage permet de pérenniser les bonnes pratiques en matière de sécurité et de savoir-faire de l'entreprise. Et là, bien sûr, on ne peut qu'évoquer que la transmission du savoir et ensuite d'avoir des bons compagnons. Définitivement, le matériel de prévention mis à disposition est important, mais la formation des compagnons et la sensibilisation est tout aussi primordiale. On le répétera jamais assez, passer les consignes et communiquer, c'est effectivement le fer de lance de votre entreprise. À vous, Jean-François. Bon, merci Alain. Alors, on va passer à 3 slides avec quelques petites questions pour pouvoir évaluer et tester un peu vos réactions. Alors, première question sur le chantier. Pour se rendre à leur poste de travail, mes compagnons doivent prendre le chemin le plus court, réponse 1, m'avertir immédiatement s'ils rencontrent des difficultés, hein, notamment des circulations encombrées, donc c'est la réponse 2, veiller à ce que le poste de travail reste propre et rangé pour éviter les chutes. Alors, vous avez plusieurs possibilités de vrai ou de faux, suivant les trois propositions qui vous sont présentées. On va vous laisser un petit temps de réponse. Voilà, on va laisser les participants répondre. On va laisser aussi le temps à Samira de compiler les réponses et puis de les adresser. Eh bien, c'est la 2 et la 3. Alors, tout à fait. Prendre le chemin le plus court, c'est quelque chose qui est humain. C'est pas une faute en soi, c'est dans notre nature. Néanmoins, il faut l'anticiper quand vous organisez vos circulations sur les chantiers.
et prendre en compte cet aspect-là. Néanmoins, parfois, le chemin le plus court n'est pas le plus sécurisé et ne permet pas d'ailleurs d'accéder à un endroit voulu. Donc, il faut prendre le chemin qui est délimité et qui est inscrit dans le plan de circulation. Avertir immédiatement s'il rencontre des difficultés, des circulations encombrées. Alors là aussi, c'est du bon sens. Encombré dit différentes difficultés de chute ou de sortir des circulations balisées et donc peut-être être exposé à des risques de chute notamment, ou des chutes d'objets aussi. Hein, si vous sortez d'une zone de circulation, vous pouvez être dans une zone d'évolution de charge et là, sans vous en rendre compte, vous vous exposez à des risques graves. Et puis la troisième, bien évidemment, il faut ranger son poste de travail, il faut que ce reste propre, accessible. C'est dans l'intérêt du compagnon qui intervient, il ne va pas passer son temps à chercher ses équipements. Ça permet de pérenniser l'état des équipements corrects de vos matériels. Et puis ça évite effectivement de trébucher, d'aller dans un endroit qui n'est pas normal, qui peut être exposé à un risque de chute. Et dans ces cas-là, le sinistre arrive. C'est du bon sens, mais sachez que ces situations existent encore et on constate encore des événements accidentels en lien avec ce qui vient d'être présenté. Ok, allez, question numéro 2. On voit que le timing est en train d'être légèrement dépassé. Allez-y. Alors, question 2. Mon entreprise réalise une réfection de façade d'immeuble. Le démontage d'un échafaudage doit être effectué par une personne qualifiée, vrai ou faux, selon vous. Lors de la pose d'un bardage, des garde-corps doivent être présents des deux côtés de l'échafaudage, là aussi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et puis troisièmement, pour éviter les chutes d'objets, que ce soit des matériaux ou des matériels, est-ce que les échafaudages doivent être équipés de plaintes? Nous vous laissons répondre. Alors, on attend encore quelques secondes. Eh bien, c'est la 1, c'est la 2 et c'est la 3. Tout à fait. Pour monter à l'échafaudage, il faut être formé. Et la personne qui monte, ou les compagnons qui montent, l'échafaudage sont sous la coordination, la direction d'une personne compétente. Donc tout ça, c'est bien fixé, cadré. On est même sur du domaine du réglementaire, hein, avec l'arrêté de 2004, qui a été transposé dans une recommandation nationale, la R 408, sur le montage, démontage et utilisation des échafaudages de pied. Pour la deuxième question, lors de la pose d'un bardage, les garde-corps doivent être présents des deux côtés. Eh bien oui, parce que lorsque vous posez un bardage sur une façade, il vous faut de l'espace pour passer les éléments, donc vous devez éloigner l'échafaudage. Vous allez donc vous trouver avec un équipement qui va être au-delà des 20 cm maximum qui sont autorisés pour laisser un espace de vide, et donc vous mettez des garde-corps, parce que s'il n'y en a pas, bien évidemment, un compagnon peut tomber entre la façade et l'échafaudage, et ce qui occasionne des accidents graves. Quant à la troisième réponse, bien évidemment, pour éviter des chutes d'objets matériaux matériels, il faut des plaintes. Imaginez bien que vous travaillez à un moment donné sous votre collègue, et s'il fait tomber son marteau, vous aurez mal à la tête. Cela dit, les plaintes servent aussi et fondamentalement pour éviter les chutes de personnes. Une situation qui peut arriver, un compagnon qui a un malaise sur un échafaudage tombe, roule, s'il n'y a pas de plainte, il passera sous la soulisse, et là il tombe, et donc c'est une chute de hauteur. La plainte va pouvoir le maintenir sur l'espace. Voilà, non? Question suivante. La dernière question. Alors, les matériels et équipements font l'objet de mesures de nettoyage spécifiques lorsqu'ils sont utilisés en milieu clos. Alors là, on sort bien évidemment sur la situation actuelle et la problématique de la pandémie. Est-ce qu'il faut uniquement nettoyer nos équipements lorsqu'on travaille dans un espace fermé? Eh bien, là, écoutez, vous avez le choix entre vrai ou faux. Eh bien, pendant qu'on laisse donc les gens répondre à cette question, j'ai une autre question très pertinente. Qu'en est-il des tours d'étaiement?
Échafaudage ou pas échafaudage? Ah, Sujet effectivement assez récurrent. Effectivement, hein, les tours d'étaiement font partie en fait de la catégorie des échafaudages. Donc ça veut dire que normalement, il faut aussi avoir bien sûr la formation et il faudrait, c'est rarement le cas, et il faudrait pourtant réceptionner les tours d'étaiement après leur montage. alors sur les tours d'étaiement, il y a aussi des techniques qui permettent de les monter couchés, quoi, et de les soulever. Enfin, ça, c'est pour Ouais. les ponts, le génie civil. C'est des techniques qui marchent pas mal. Je les ai vues, j'ai vu ces techniques apparaître là il y a 25-30 ans. Et en fait, c'est des méthodes très efficaces. Donc on sait être inventif, quoi, quand on, Ah, mais dans le bâtiment, on est très inventif. quand on le veut. Et après, les Très tours inventif. d'étaiement, par exemple, elles ont pas mal évolué aussi. Et maintenant, on les monte par l'intérieur. On sait même les monter en sécurité. Enfin, voilà, c'est plus simplement. On a intégré, enfin, les fabricants ont intégré dans le montage l'idée de la sécurité. Bon, après, bien évidemment, c'est formation, c'est calpinage, enfin, etc., etc. Tout à fait. C'est Alors, je vous rappelle aussi que comme on est toutes ces questions, n'hésitez pas à les poser aussi à l'agence en ligne, un service donc de l'OPPVTP qu'on a créé depuis déjà 2-3 ans. Donc sur des questions réglementaires, sur des questions de prévention, eh bien vous aurez donc mes collègues qui vous répondront par le canal du téléphone, mais ça aussi par le chat, ou même tout simplement par le mail. On vous répondra donc dans les jours qui suivent. Un petit message en jaune. Tiens. Sur la diapositive. Alors, j'attends la réponse de Samira, qui ne me l'a toujours pas fournie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Peut-être que c'est tout simplement pas si évident que ça. Ou tout simplement parce que certains n'ont pas appris par cœur le guide de préconisation de l'OPP-BTP. À 35 pages dans sa version numéro 10 quand même. Ils ont bien tort, il faudrait aller les voir. On est déjà à la 10e version, oui, c'est considérable, quoi. Ouais, ben, à chaque fois qu'il y a des annonces gouvernementales, bien sûr, on est obligé d'en remettre une couche. Eh bien, Samira me demande de donner la réponse. Bon, je ne sais pas, il y a du vrai, il y a du faux, sans doute. Qu'est-ce qu'en pensent nos experts? On est bien dans la situation pandémique. Non, c'est pas vrai. La contamination et l'exposition au risque infectieux n'est pas uniquement liée à l'environnement clos ou pas. On sait, et vous le savez sans doute, avec toutes les informations qui circulent dans les médias aujourd'hui, que la contamination du coronavirus se fait souvent par des aérosols et donc par des présences de personnes avec d'autres personnes suivant un certain temps. Donc, il faut, lorsque vous avez des risques, vous avez identifié des risques de contamination, et notamment par le biais des différents matériels et équipements, il faut d'abord supprimer le risque. Donc, dans ces cas-là, on enlève les équipements, ce qui est un peu compliqué, bien évidemment. On peut aussi éviter de se passer les équipements, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, en milieu clos ou pas. Donc là aussi, il faut privilégier le fait de limiter ou de supprimer ces partages d'équipements. Et puis après, vous avez des dispositifs pour désinfecter, hein, donc avec des lingettes et des produits qui permettent de supprimer tout virus. Et ça, c'est à utiliser régulièrement. C'est pas très simple dans un milieu de la construction, mais c'est pas simple non plus dans tous les autres domaines. Il faut le savoir, c'est pas propre au BTP, hein, mais tout ce qui est fait n'est plus à faire, et tout ce qui est fait permet de limiter l'occurrence d'une exposition au risque de coronavirus.